le sujet, donc, c'est les positions hautes. En fait, quand on parle d'accident remorquage, souvent, c'est les positions hautes. Une position haute au décollage, souvent, elle est irrécupérable. Et d'ailleurs, les accidents qu'on a eus ces derniers temps, c'est souvent ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est inéluctable? Bien sûr que non. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur quelques points clés de la vidéo. En fait, on a un remorqueur, on a un planeur et tout ça, c'est relié avec un câble. Alors, je reviens sur est-ce qu'il y a un fusible, est-ce qu'il faut un fusible ou est-ce qu'il n'en faut pas? On en parlera tout à l'heure. En fait, leurs destins sont liés par un câble. Et tant que le câble ne casse pas ou ne se sépare pas, les destins sont liés. Et en fait, on avait trouvé 4 grandes familles qui génèrent une position haute. La première, c'est une cause technique. Alors, c'est quoi une cause technique? Elle peut venir du planeur et du remorqueur. On va parler du planeur, par exemple, le siège qui recule, un pilote de petite taille qui n'arrive plus, qui s'accroche aux commandes et qui tire sur le manche, et on se retrouve en position. Voilà. Le manque de vigilance sur la manœuvre inappropriée du pilote de planeur. Effectivement, le manque de vigilance, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui est en train de ranger sa gourde, sa carte, et puis qui perd le remorqueur des yeux. La manœuvre inappropriée, c'est vous êtes en position basse, comme vous l'a décrit Lucien, et puis d'un coup, vous essayez de reprendre un étagement normal, vous surréagissez, vous passez en position haute. Je reviens sur ce schéma tout à l'heure. Le manque de vigilance ou la manœuvre inappropriée du pilote de remorqueur. C'est le pilote de remorqueur qui se met à descendre alors que le câble n'est pas largué. Clairement. Ça, c'est Lucien également en a parlé, mais c'est des trucs qui arrivent 4 à 5 fois. Alors, quand je dis 4 à 5 fois, on est au courant 4 à 5 fois. Donc, je pense que ça arrive beaucoup plus souvent. À la personne qui a posé la question, que c'est le pilote du planeur également, effectivement, et on le voit bien sur ce schéma, il y a 2 acteurs pour arriver en position haute. Il y a le remorqueur et puis il y a le pilote de planeur. On n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, on est là pour traiter un problème. Là, ce soir, on traite en majorité le problème du remorqueur. Et bien évidemment, à la fin, je vous parlerai de ce qu'on compte faire pour les pilotes de planeur. Et puis, l'événement imprévu qui distrait l'attention du pilote de planeur, c'est tout simplement le PDA qui tombe et qu'on essaie de rattraper, la verrière qui s'ouvre. Hein. Chaque année, on a des verrières qui s'ouvrent. L'année dernière ou l'année d'avant, on a eu 2 planeurs complètement détruits pour une verrière qui s'est ouverte. Et l'année dernière, on a une position haute pour une verrière qui s'est ouverte. Donc, voilà grosso modo les déclencheurs. Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on ne connaissait pas. C'est les Anglais qui ont mis ça sur papier en disant qu'en fait, pour eux, le problème venait non pas de la position haute, mais de la vitesse à laquelle on se met en position haute. Et donc, souvent, vous partez d'une position un peu basse, la correction est mal calibrée et vous passez en position haute et vous faites à peu près la chorégraphie que vous voyez ça ressemble un petit peu à une figure de treuil. Dans ce cas de figure, vous avez un transfert d'énergie qui se fait du remorqueur vers le planeur. Et donc, le remorqueur, ça peut aller jusqu'au décrochage du remorqueur. Et donc, dans ce cas de figure, ce qu'ils nous ont dit, parce qu'on les a interrogés, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le fusible, dans ce cas-là, ne marcherait pas, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour le casser. Donc, voilà. Donc, attention à la position basse également, qui peut générer une position haute très rapidement. Alors, vous avez quelques équipements également qui sont fortement contributifs aux positions hautes. Le crochet treuil qui est utilisé. Je pense à la profondeur monobloc
profondeur monobloc que nous avons, par exemple, sur les Cassis, sur Janusa. Enfin, vous connaissez ce genre de planeur. Ça fait un peu marsouiner éventuellement. Donc, moi, en tant que remorqueur, quand je m'aligne devant un planeur qui est maintenu par le crochet de treuil ou que je vois que c'est un empennage monobloc, disons, je me méfie doublement. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est les Suisses qui ont sorti ça il y a bien longtemps. Et c'est suite à peu après l'accident qu'il y a eu à Colmar. C'est les gens de Colmar qui nous ont fait parvenir le rapport d'accident qui avait eu lieu en 2007 ou 2008 en Suisse avec un MCR. Et donc, position haute, le MCR est allé s'écracher et le BEA suisse a fait une enquête extrêmement rigoureuse et a lancé une campagne d'essai et de comparaison entre un DR400 et un MCR. Donc, leur conclusion, c'est qu'ils ont dessiné cette fenêtre de sécurité, c'est-à-dire tant que vous voyez le remorqueur dans cette fenêtre de sécurité, il n'y a pas de problème, vous arrivez très, très simplement à revenir en position normale. Si vous sortez de la position de cette fenêtre de sécurité, vous aurez du mal à revenir avec un avion devant, mais avec un remorqueur, vous aurez d'autant plus de mal. Pascal, tout à l'heure, vous en parlera encore plus profondément. Donc ça, c'est tout de même un aspect très intéressant. En gros, ils donnent même les dimensions. Ils disent en gros, ça doit faire 2 envergures du remorqueur, 3 mètres au-dessus, 5 mètres en bas. On va dire, on ne va pas sortir le mètre ruban, mais ça peut bien fixer les idées tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous on a eu tout de même 7 à 8 accidents, quelques accidents mortels. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 vidéos. Une vidéo que vous avez vue. La DGAC nous a aidé à faire une autre vidéo qui n'est pas très longue, qui s'appelle Haute tension. Elle prend surtout en compte le fait de passer en position haute quand elle est sur une trajectoire extérieure. Elle est intéressante. On a fait deux affiches. Une première affiche que vous avez devant vous qui concerne le pilote remorqueur et qui donne une consigne très simple, c'est-à-dire vous avez perdu le visuel du planeur, vous larguez. Il n'y a pas à se poser de questions. Votre aéronef pique malgré une action accabrée, c'est-à-dire que vous êtes en train de tirer sur le manche et pourtant le nez continue à descendre, ça veut dire qu'il y a un planeur qui est en position haute, mais vous larguez. Donc, ça, c'est une première affiche. Ils sont téléchargeables, donc je vous engage vivement à les mettre dans votre club. Et puis, on en a fait une autre qui concerne plutôt le planeur, c'est-à-dire ne mettez pas en danger votre pilote remorqueur. Dès que vous perdez le visuel du remorqueur, vous larguez. Voilà. Alors, j'en profite pour remercier Philippe Crespin qui nous a fait des dessins qui sont extrêmement représentatifs de la situation. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir enfoncé tous les... J'espère que le maître du temps me pardonnera. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Bien, Francis, merci beaucoup. Effectivement, non, tu as bien rattrapé. On est dans le timing. Donc, je vais passer la parole à François s'il a récupéré des questions intéressantes à nous poser. Non, nous avons récupéré pas mal de remarques, disons, qui sont déjà prises en compte, on va dire, dans le listing des choses à faire prochainement par les groupes de travail qui seront évoqués un peu plus tard. Il y a juste une question qui est peut-être un petit peu hors sujet du point de vue technique, mais on pose la question, quelle est la responsabilité juridique d'un pilote remorqueur qui serait non majeur et qui serait responsable d'un accident? Voilà, c'est la question qui est sortie en dernier. Là, je pense qu'il faut s'entourer d'un juriste pour traiter ce sujet. Ce qu'on propose, c'est peut-être d'en parler dans le prochain Action Vitale après avoir consulté un juriste, quoi. Sinon, beaucoup de pistes sont lancées sur des solutions techniques
Donc, ça fait partie des projets ou des hypothèses de travail des groupes. Donc, tout est pris en compte. Hein. Voilà, c'est tout pour moi là sur cette conférence. Merci François. Eh bien, merci François. Eh ben, je vais pouvoir passer la parole maintenant à Pascal qui va nous parler du TEM. Pascal, c'est à toi la parole. Eh bien, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Voilà, j'espère que l'écran est bien partagé. Alors l'idée, là on va parler un petit peu moins de technique et plutôt de reprendre un terme qui a été utilisé par Lucien et par Francis. Ils ont parlé de menaces. Et l'idée, c'est de vous en parler un tout petit peu, en préciser cette notion et l'intégrer dans un modèle qu'on appelle avec un acronyme anglais, le TEM, le Threat and Error Management. En bon français, ça s'appelle la gestion des erreurs et des menaces. J'utiliserai assez souvent le terme TEM, c'est plus facile à glisser dans la conversation. Pour ce faire, nous allons construire ensemble un modèle TEM. On va parler des barrières qu'on met en place. On fera un focus un peu particulier sur les menaces, c'est un petit peu le sujet du jour, on va dire. Et enfin, on va voir comment le modèle peut s'appliquer lorsqu'on travaille en équipe. Alors, pour présenter le modèle TEM, je vais m'appuyer sur un REX. Le REX, c'est le suivant. Un pilote de remorqueur ressent un léger choc en courte finale et il se pose sans aucune autre forme de problème. Des observateurs au sol lui indiquent que le câble a touché des arbres en courte finale. Alors, on considère que c'est un incident, naturellement. Alors, le pilote a fait un REX. On peut supposer qu'il a également fait un CRESAG, hein, c'est collision avec un obstacle extérieur à l'avion. Et le modèle nous dit que cet incident a été créé suite à un état indésiré ou non désiré de l'avion. Un état indésiré, c'est une position ou une configuration de l'avion qui diminue les marges. En l'occurrence, dans l'exemple, on peut dire que l'avion volait trop bas. C'est aussi simple que ça. Cet état indésiré est lui-même le résultat d'une erreur. L'erreur, c'est un écart observable par rapport aux procédures ou aux intentions du pilote. Une erreur n'est pas intentionnelle. Dans l'autre cas, l'erreur, c'est d'avoir opté pour un plan trop faible ou alors d'avoir choisi un point d'aboutissement trop proche du seuil de piste. Dans certains cas, cette erreur est le résultat d'une menace, est la conséquence d'une menace. La menace, qu'est-ce que c'est? C'est un événement prévisible ou non, qui est indépendant du pilote, mais qui requiert de sa part une action pour éviter d'avoir des conséquences négatives sur le vol. Dans son REX, le pilote a indiqué que c'était la première fois qu'il remorquait sur ce terrain et que l'environnement de ce terrain était très différent de ce qu'il avait connu jusqu'alors. On peut considérer que c'est une menace. Alors, là, on vient d'expliquer a posteriori un événement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'éviter d'arriver jusqu'à l'accident ou à l'incident. Et l'idée, c'est donc de traiter les menaces, les erreurs et les états non désirés pour stopper la progression de l'événement et lui éviter d'aller jusqu'à l'accident. Alors, comment faire? Commençons par les menaces. Elles doivent être anticipées ou reconnues, c'est-à-dire que soit on peut elles arrivent avant qu'on soit en train de faire l'activité, on peut les connaître avant, la température, les obstacles, l'état de la piste, ou alors elles surviennent de façon inopinée, la casse du câble, la panne moteur par exemple. Ces menaces doivent être anticipées et reconnues, elles doivent donc faire l'objet de mesures d'atténuation ou de stratégies pour essayer d'en atténuer les conséquences. Ce qui veut dire que en face de menaces, il faut agir pour obtenir un résultat. Pour les erreurs, pareil, il faut les détecter si possible, les corriger quand on les a détectées, donc là encore, agir pour obtenir un résultat. Enfin, pour les états indésirés ou non désirables, il faut les reconnaître, les récupérer, là encore, même combat, action, résultat. Ce qui nous importe, en fait, ce n'est pas tellement le fait que les menaces ou les erreurs ou les états non désirés existent. Ce qui nous importe, c'est ce que fait le pilote avec ces menaces, ces erreurs et ces états non désirés et qu'il agisse en conséquence et qu'il obtienne un résultat pour stopper la progression de l'événement jusqu'à l'accident. Alors, je vous ai présenté là un modèle relativement simple.
On va déjà commencer par le compléter un tout petit peu. J'ai dit que les erreurs pouvaient survenir suite à des menaces non traitées correctement. Mais en fait, ces erreurs, ces menaces non traitées correctement ne représentent globalement que 20% des erreurs. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on relève lorsqu'on fait des audits dans des compagnies commerciales, dans des compagnies aériennes. Ce qui veut dire que 80% des erreurs, en fait, sont faites directement par les pilotes. Et à ce niveau-là, on le sait tous, l'imagination est sans limite. Pour ce qui est des menaces, dans notre exemple, dans notre Rex, le pilote a indiqué que c'était son premier remorqué solo après sa formation initiale. Ce facteur peut avoir une influence sur sa performance et il aurait peut-être pu être pris en compte au titre de menace, pour ainsi dire, interne, et amené par exemple à augmenter les marges ce jour-là. Ces menaces et ces erreurs doivent naturellement être traitées exactement de la même façon que les autres. Voyons comment on va essayer de traiter ces erreurs et ces menaces. Alors pour cela, on va s'appuyer sur un modèle qui est très connu, qui s'appelle le modèle de Horizon, qui est utilisé dans toutes les industries à risque. Il est même utilisé en ce moment pour essayer de lutter contre le Covid. Il se base sur le fait que, en mettant en place des barrières en nombre suffisant, on pourra stopper la progression d'un événement et éviter qu'il aille jusqu'à l'accident. Ces barrières, elles sont multiples, elles sont variées, on en parlera tout à l'heure. Et on peut toutefois noter que ces barrières, elles ont des trous, des faiblesses. Et ces faiblesses sont les faiblesses du système en lui-même et du pilote. Et naturellement, c'est la multiplication des barrières qui permettra d'éviter d'aller jusqu'à l'accident. Alors, essayons de voir comment ça se passe au niveau de la fédération. On a des barrières de différentes natures. D'abord, il y a un certain nombre de barrières qui sont mises en place, pour appeler ça de façon collective. On a des barrières qui sont liées à la réglementation. On a des barrières qui sont liées à la formation. On a des barrières par des REX, des systèmes de gestion de la sécurité. On a ce webinaire ce soir qui peut être considéré comme une barrière. Et enfin, il y a les barrières individuelles de chaque pilote. Là, on retrouve les barrières, vous retrouvez les compétences, que vous connaissez sans doute maintenant, et on en retrouve quelques autres, surveillance et vérification. On va dire que c'est une barrière typiquement pour le remorquage. On fait une activité à plusieurs, donc c'est intéressant de regarder ce que font les autres et d'essayer de faire ce qui se passe. Les checklists, l'airmanship, et enfin une barrière chance, j'en parlerai tout à la fin de cette diapositive. On a donc des barrières collectives et des barrières individuelles. L'ensemble de ces barrières fonctionnent en série pour faire un jeu de barrières globales pour éviter d'aller jusqu'à l'accident. Les barrières collectives alimentent les barrières individuelles. C'est en faisant de la formation qu'on développe la connaissance, le fait de faire des procédures, l'airmanship, et donc on bouche les trous en fait chez l'individu. Et enfin, les barrières individuelles, collectives et individuelles sont alimentées par les remontées du terrain. Chaque accident, chaque incident, chaque REX, chaque remontée orale même va contribuer à fortifier la barrière collective par la mise en place de nouvelles actions ou de nouvelles procédures. Alors revenons rapidement sur la plaque chance. La plaque chance, ce n'est pas une plaque, on voit que c'est une plaque qui se passe avant que l'événement se soit produit, avant que l'incident se soit produit. Ça veut dire que ce n'est pas une plaque, c'est pas dans le sens j'ai eu de la chance. Notre pilote dans le REX, il n'a pas été sauvé et il n'a pas eu de conséquences. Donc le parler courant dit il a eu de la chance. En fait, cette plaque chance, ce n'est pas ça. La plaque chance, c'est une vraie plaque, mais c'est une plaque qui est extérieure au pilote. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extérieur qui va aider le pilote à sortir d'une situation, d'une erreur ou d'une situation indésirable ou pour prendre en compte une menace. Par exemple, vous êtes en train de mettre en route votre remorqueur et quelqu'un vous dit, au fait, il faut remarquer que le cache-pitot est encore en place. Vous êtes dans une situation indésirable, votre avion n'est pas dans la configuration requise et c'est quelqu'un d'extérieur qui vous sort de cette configuration. C'est ce qu'on appelle la plaque chance. Enfin, pour terminer, on notera que dans les barrières collectives, il y a un petit hiatus entre les remorqueurs avions et les remorqueurs ULM.
ce n'est pas les mêmes types de barrières pour les deux types de remorquage. J'ai vu passer tout à l'heure des questions sur un aspect médical, par exemple. On voit que ce n'est pas la même chose. Les prérequis pour entrer en formation ne sont pas pareils. Alors, comment mettre ça en liaison avec notre modèle TEM? Eh bien, les barrières, c'est ce qui va nous permettre de traiter les menaces, les erreurs et les états indésirables. Le pilote utilise ces barrières qui lui sont propres pour, à chaque moment de ce modèle, appliquer les barrières et, de ce fait, anticiper les menaces, corriger les erreurs, récupérer les états indésirables. C'est la progression c'est l'utilisation de ces barrières qui va permettre de stopper la progression d'un événement, de mettre en fait un mur pour éviter que cela n'aille jusqu'à l'incident ou jusqu'à l'accident. Alors maintenant qu'on a vu le modèle général, on va faire un tout petit focus sur les menaces. Alors les menaces, on a dit qu'il fallait les anticiper, les reconnaître, les atténuer. Atténuer, ça veut dire quoi? Atténuer, ça veut dire mettre en œuvre une stratégie pour éviter que la menace ne dégénère en erreur. Mettre en place une stratégie, ça peut être se former, ça peut être faire un briefing, ça peut être augmenter les marges, ça peut être renoncer à l'activité. On peut aller jusqu'à renoncer à faire une activité parce que les menaces sont trop importantes. Toute menace potentielle ou détectée doit faire l'objet d'une stratégie. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais les menaces, est-ce qu'on peut en faire une liste? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe exactement? On peut faire ça. On peut faire des listings. Alors, je vais vous proposer quelques menaces, mais le but, c'est d'essayer d'être un peu plus fin et de ne pas s'appuyer sur une liste pour traiter et gérer les menaces. Alors d'abord, il y a un certain nombre de menaces, on va dire, qui sont liées, que je vous ai mises en place ici. Vous voyez que ça concerne plutôt le pilote. Est-ce que je suis en forme pour aller voler? Est-ce que, en utilisant par exemple la fiche de la fédération, évaluer votre niveau de sécurité? Quelle est mon expérience en remorquage? Quelle est l'expérience récente? Qui est le commandant de bord vraiment de ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il y a de l'inspection en cours? Après, il y a des choses qui sont plutôt liées au remorqueur lui-même ou aux machines qu'on utilise, le type de remorqueur, sa masse, le type de planeur, sa masse, le type de crochet. Est-ce qu'on a des équipements en panne? Est-ce que tout est là? Et enfin, il y a ce qui est plutôt extérieur, ce qui est plutôt l'environnement. On va parler plutôt du planeur et du pilote qui est dans le planeur. Après, il y a l'état de la piste, la météo, le vent, les températures, la turbulence, est-ce qu'il y a de la brume, les obstacles, l'espace aérien, le notable, le trafic, et puis j'en passe sans doute. Alors l'idée, c'est de se dire comment essayer de balayer l'ensemble des menaces sans en faire une liste exhaustive. Donc voilà que j'ai défini un certain nombre de menaces qui sont liées au pilote, un certain nombre de menaces qui sont liées à la machine, et un certain nombre de menaces qui sont liées à l'environnement. On verra tout à l'heure comment essayer de se rappeler de ces types de menaces. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je reviens sur un truc que je vous ai dit, c'est l'expérience du pilote de planeur. On a mis ça dans les menaces. Alors on se dit, ah oui, mais on ne peut pas mettre le pilote de planeur dans les menaces. Si, on a vu tout à l'heure que le pilote de planeur, il y en a certains qui ont fait les remarques dans les questions. Le pilote de planeur, c'est lui qui se met en position haute, c'est lui qui ne tient pas sa place, etc. En fait, tout ce qui nous est extérieur représente des menaces. Et les personnes qui nous sont d'extérieur, c'est leurs erreurs, en fait, qui représentent des menaces pour nous. Donc, chaque fois que quelqu'un extérieur à nous fait une erreur, ça représente une menace. Ça peut être pris en compte, en prenant en compte, en se disant, est-ce que lui, il a plus de chances de faire une erreur que quelqu'un d'autre, etc. Le corollaire de ça, c'est que naturellement, si tous les autres, c'est des menaces pour vous, vous êtes une menace pour les autres. Et donc, vos erreurs sont forcément des menaces pour les autres participants à l'activité. Ceci étant dit, voyons comment on peut essayer de reconnaître, de trouver une méthode pour lister les menaces ou balayer l'ensemble des menaces potentielles. Et bien on voit qu'il y a pilote, machine, environnement. On pourra par exemple utiliser un acronyme. On aime bien ça, donc PME, pourquoi pas, ou si vous voulez dans l'autre sens, vous pouvez l'écrire PEM, PEM. Voilà une façon de faire. Je vais vous en présenter une autre, c'est celle que j'utilise personnellement. Moi, je me dis, je suis dans l'avion, ou même avant d'aller dans l'avion, je suis le pilote, donc il y a moi. Une fois que je serai dans mon avion, autour de moi, physiquement, il y a l'avion. C'est quoi les menaces liées à l'avion?
Et enfin, au-delà de l'avion, il y a tout le reste, le planeur, la température, les obstacles, l'état de la piste, les orages, etc. C'est une façon un petit peu plus visuelle de balayer les menaces. Chacun a la sienne, vous en avez peut-être d'autres, peut-être que vos instructeurs vous en ont déjà donné. Le but, c'est d'en avoir une et de juste faire un balayage des menaces potentielles. Je rappelle également qu'il y a des menaces qu'on peut balayer en étant chez soi déjà. Hein. Est-ce que j'ai de l'expérience? Est-ce que j'ai besoin de réviser le manuel de vol, etc. On peut également balayer les menaces pendant le vol, naturellement. Vous allez vous poser sur un terrain, voilà, vous pouvez balayer les menaces. Est-ce que moi j'y suis déjà allé? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que mon avion il peut se poser sur cette piste? Quelles sont les particularités liées à ce terrain? Enfin, pour terminer, un dernier petit chapitre, le remorquage, c'est une activité en équipe. Donc, pour débuter le remorquage, on est au minimum 3, un pilote de remorqueur, un pilote de planeur, un assistant d'aile. Comment est-ce qu'on va faire pour appliquer tout ça, ce système hors remorquage? Bien, chacun des intervenants possède ses propres plaques qui permettent d'arrêter ses propres barrières, et donc va trouver ses menaces et un certain nombre de menaces. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si je détecte une menace, on va mettre en commun les menaces et les stratégies. Le meilleur moyen de faire ça, c'est le briefing. Le briefing du matin avant de faire la journée de vol, c'est un moyen de partager les menaces. Et ensuite, le partage des menaces, le moyen privilégié peut être le briefing, mais le partage des menaces peut se faire de façon très très simple. Avant le décollage, le pilote de planeur vous indique que sa vitesse minimale de remorquer est de 130 km/h. Il a partagé une menace. À vous d'agir dessus. Vous êtes en remorqué, vous avez des problèmes moteurs, vous décidez de faire le signal conventionnel pour que le planeur se largue. Vous avez partagé de façon rapide une menace et vous avez agi en fonction. Alors naturellement, là, ça va devenir une menace pour le pilote de planeur qui va se retrouver peut-être dans une situation un peu particulière, mais c'est une façon de partager les menaces. La façon privilégiée, c'est le briefing, mais on peut le faire de façon très simple, de façon un petit peu non structurée. Et en fait, c'est l'ensemble des plaques de chacun mis en série qui va nous servir à éviter d'aller jusqu'à l'accident ou l'incident. Je vous propose pour terminer 3 points clés sur cette présentation. Ayez un système simple pour balayer les menaces potentielles, le système qui vous convient le mieux, le système qui vous permet le mieux d'appréhender l'ensemble de la situation. À chaque menace, il faut qu'il y ait une atténuation, une stratégie. Cette stratégie peut aller jusqu'au renoncement. Et enfin, en équipe, partager les menaces et les stratégies en faisant un briefing, par exemple. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal, pour cette démonstration de ta connaissance du TEM. J'espère que tout le monde en aura bien profité. Et je vais passer la parole à François pour les éventuelles questions. Alors, pas de questions, on va dire, directement sur le thème, mais toujours des questions ou des remarques qui seront prises évidemment en compte par la commission, beaucoup de conseils, de pistes de travail. Alors, une sensibilisation, par exemple, qui a été notée, c'est qu'on fait souvent attention au centrage arrière des avions, mais dans le cas du dynamique, entre autres, on peut se retrouver assez vite centré avant. Et donc, on a une réduction du volume de profondeur, donc une défense moindre en tangage, plus la différence de masse peut-être entre l'ULM et le planeur. Voilà, donc c'est des sensibilisations qu'il faudra faire vers des pilotes remorqueurs, notamment d'ULM. Une question qui est venue et à laquelle il faut répondre, c'est dans le cas d'un attelage avec une tension extrême, est-ce que le largage est vraiment impossible? Est-ce qu'on a des faits, est-ce qu'on a des retours, on va dire, chiffrés ou argumentés sur ce sujet? Ça, c'est une question effectivement qui demande à être creusée. Ce qui était sûr, c'est que sur les vieux crochets, on n'y arrivait pas quand il y avait trop de tension. Sur les crochets Toast, je crois que surtout, on a un phénomène de sidération. Souvent, les gens ne pensent pas à larguer. Alors, ce sera très dur à larguer, il y aura une forte tension, mais je crois que le crochet Toast, il larguera. Mais ça fera partie du groupe de travail, de toute façon.
Et il se peut que l'effort soit plus important que l'effort habituel. Donc, Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Sinon, une autre question, quelles sont, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, je pense, mais quelles sont les actions recommandées après une casse ou un largage d'urgence? Ça dépend où ça arrive, en fait. C'est ce que j'ai répondu au niveau de la hauteur et tout ça, donc il n'y a pas de réponse toute faite, on va dire. Après, on a soulevé que les ULM, en fait, apportaient un lot de menaces supplémentaires par rapport à l'avion, notamment l'absence peut-être de classe 2, de masse, etc. Donc, voilà, certains se posent la question du bilan de l'ULM en remorquage. Mais je dirais que l'ULM a, comment dirais-je, a amené beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, le rallye n'avait pas vraiment un remplaçant, à part DR400, le Pony ou le Midour, mais il n'y en a pas beaucoup des Midours. Donc, l'ULM, en fait, a trouvé sa place. Il a amené économiquement, certainement, un atout. Il a amené un atout au niveau du bruit, mais ce qu'il faut prendre également en compte, c'est l'autre côté de la balance, c'est qu'il a des particularités, il a des limitations. Voilà. Je crois qu'il faut prendre l'ensemble du package, quoi.